Ça y est, c'est la deuxième partie de l'entrevue que m'a accordée Jean-Marc Ferry. Je vous invite bien entendu à regarder la première partie de l'interview, dont vous retrouverez évidemment le lien dans la description, mais aussi ici, dans le petit i. Et donc sans plus attendre, on va se replonger dans l'action en répondant à la question qui n'avait pas trouvé de réponse en toute fin de première partie. Alors, revenons un petit peu sur le sujet de base. Une question qui a été posée par un autre abonné, c'est: quelle est la réalité d'une pensée et d'une idée qui sont pourtant non matérielles? Et cette question, je vais la coupler avec, une autre, d'un autre abonné qui nous demande: y a-t-il une différence fondamentale entre ce qui est réel et ce qui est vrai? Je, je répondrai surtout à la première question. Je crois qu'on l'a un petit peu traité, n'est-ce pas, Mmh. aussi bien du côté de la physique de pointe que du côté de la philosophie. On ne peut plus réduire le réel au matériel. Ce n'est pas possible. Et même, la physique va beaucoup plus loin en disant que la matière n'existe pas. Et ce que la philosophie découvre comme le socle que l'on ne peut pas contester, c'est une réalité d'ordre spirituel plutôt que d'ordre matériel. Maintenant, ça nous pose directement, ce dernier point, la question du rapport entre la réalité et la vérité. Alors, partons de la représentation tout à fait commune de ce rapport entre réalité et vérité, ou en posant tout simplement la question de la vérité dans la représentation commune chez les modernes, en tout cas depuis Descartes. La vérité vient de l'adéquation entre la chose telle qu'elle est réellement en soi et puis notre représentation de la chose. Si notre représentation correspond bien à la chose, alors elle est vraie. Voyez-vous, c'est ça le sens commun. Le gros Mmh. problème que cela pose, et c'était à l'époque qu'on appelle, enfin c'est au XVIIe siècle qu'on avait cette représentation-là, c'est une époque qu'on appelle parfois pré-critique, eh bien, si la T est conçue comme l'adéquation entre la représentation et la chose, le problème est comment savoir qu'il y a bien un accord, cette représentation et la chose, sans devoir sortir de la représentation pour juger de cet accord. Vous voyez, vous comprenez le schéma. Vous avez, si je puis dire, la représentation d'un côté, imaginez une petite boule, la chose de l'autre, imaginez une sorte de panneau. Bon, et il faut que ça corresponde. Comment sortir de la représentation? Ce serait le point de vue de Dieu. Hein, cela ne nous est pas permis. C'est pourquoi les philosophes se disaient, du point de vue de Dieu, effectivement, nous pouvons affirmer l'accord, parce que Dieu est bon, il ne nous aurait pas trompés, ou Dieu est vérace, etc. Donc, il nous garantit Mmh. l'accord de la représentation à la chose. La révolution kantienne, que Kant lui-même appelle copernicienne par métaphore, n'est-ce pas? Elle a consisté à dire, bon, on ne peut pas poser la question de la vérité de cette façon, ça ne peut pas être l'accord entre la représentation et la chose, ça ne peut être que l'accord entre nos représentations et les règles générales de l'expérience. Mmh. Il faut donc, c'est une révolution méthodologique en quelque sorte. Il faut que nos représentations s'ordonnent suivant un certain nombre de principes qu'il développe, notamment dans les différentes parties de sa critique de la raison pure, avec d'abord l'espace et le temps, l'espace comme principe de coordination, de juxtaposition des choses, le temps comme principe de succession et de simultanéité sur un fond de permanence. Enfin, je ne veux pas développer. Puis après ça, l'analytique, une deuxième partie, où il parle des catégories logiques, les catégories de l'entendement, et des principes qui vont avec. C'est surtout les principes, comme ce qu'il appelle les axiomes de l'intuition, les anticipations de la perception, les analogies de l'expérience, etc. Donc il a fait tout ce travail grandiose qu'est la critique de la raison pure pour montrer comment nous pouvions affirmer en quelque sorte une vérité objective, où là, il n'y a pas de séparation en quelque sorte entre vérité et réalité objective. C'est les Mmh. mêmes conditions, n'est-ce pas? Beaucoup d'expériences nouvelles déstabilisantes font que on ne peut plus se fier, comme à l'époque de Kant, à la valeur, dirais-je, absolue
la validité, en tout cas incontestable, de ce que Kant appelait ces principes de l'entendement. Et parce que justement, pour les raisons que je vous disais, ces principes, ils sont heurtés parfois de plein fouet par des... Vous voyez simplement la relativité einsteinienne, elle est totalement contre-intuitive. Que le temps se dilate et que l'espace se contracte, que le temps et l'espace ne soient plus un cadre à l'intérieur duquel apparaissent les phénomènes, mais que le problème intéressant n'est pas que il n'y ait rien, aucune chose, aucun objet s'il n'y a pas d'espace et de temps, mais qu'il n'y a pas d'espace et de temps s'il n'y a aucun objet. Voyez-vous, c'est un renversement complet qui est contre-intuitif, encore une fois, je me répète. Et de ce fait, on en vient à se dire que, au lieu de dire que la vérité est bien ce qui correspond à la réalité, le discours qui correspond à la réalité, on va se dire que est réel tout ce qui peut être présenté dans des énoncés vrais. Alors, c'est une sorte de petite révolution à l'intérieur de la théorie de la vérité. Bon, c'est un peu subtil, n'est-ce pas? Mais on ne va pas d'abord se demander ce qui est réel pour ensuite dire « Ah bah maintenant, nous tenons un discours vrai, puisque c'est un discours exact sur ce qui est réel. » On va essayer d'entre nous d'établir ce qui est vrai dans une confrontation qui part effectivement d'expériences, mais ces expériences, peut-être observations, mais pas seulement, doivent être interprétées. Et cette interprétation elle-même donne lieu à des conflits d'interprétation, éventuellement, qui doivent être argumentés pour pouvoir se dénouer. Puis là-dessus, on va reconstruire l'ensemble et on va tenter de parvenir à un consensus scientifique, mais qui est utilisable, c'est-à-dire qui est en perpétuel procès, qui est en éventuel devenir, toujours possible de le remettre en question. Donc on a un horizon régulateur, qui est la recherche coopérative de la vérité, et à partir du moment où on pense, comme par exemple pour la théorie de la relativité générale, on pense tenir quelque chose de vrai tout en sachant que ça pourrait être mis en cause. Mais alors, quand on a ce consensus-là, eh bien, on dit est réel, jusqu'à preuve du contraire, ce qui peut être présenté dans des énoncés vrais. Voyez-vous ? C'est ça la petite révolution. On commence par s'inquiéter du vrai entre nous pour considérer que, voilà, on tient provisoirement la réalité. Et vous savez, cette pensée très ancienne du jeune Hegel, c'est 1800. Eh bien, nous la retrouvons chez Einstein. De façon très étonnante. Il y a des confidences d'Einstein où il valorise considérablement l'esthétique dans un geste quasiment amoureux. Et il dit ceci, n'est-ce pas? Par exemple, c'est une phrase d'Einstein qui est bien connue, il dit « La découverte de la relativité restreinte m'est arrivée par intuition. » Vous voyez, ce n'est pas du tout la méthodologie de la mesure, du calcul, etc., et de l'observation, m'est arrivée par intuition. Et la musique, dit-il, était la force motrice derrière cette intuition. Et il ajoute « Ma découverte est le résultat de la perception musicale. » Vous voyez, c'est très important, ça. C'est un type. Donc, je propose. Il dit par ailleurs, et on pourrait penser que Einstein, comme d'habitude, fait des blagues, il fait des boutades. Il dit, mais c'est plus facile de comprendre la théorie de la relativité que de remplir sa feuille d'impôt. C'est pas seulement une plaisanterie, c'est pas seulement une boutade. Quand vous avez une forte intuition esthétique, vous comprenez les choses. Il y a un lien très, très intime pour Einstein, et je pense tout à fait, entre l'expérience du beau, l'expérience esthétique ou l'expérience de l'amour, et les fulgurances, les grandes intuitions sur l'univers. Cela m'invite à proposer une distinction très simple pour essayer de mettre un coin dans l'idéologie de la science, l'idéologie scientiste, j'entends,
qui considère qu'il n'y a de réel que ce qui peut être objectivé, suivant les méthodes de l'observation, de la mesure, etc. Tout ce que l'on a dit en ce qui concerne la vérification expérimentale, etc., c'est très bien pour contrôler la validité de nos hypothèses. C'est une expérience test. Mais cette méthode, à mon avis, elle ne vaut rien pour la découverte elle-même. Elle vaut pour le contrôle de validité de ces découvertes. Mais il faut supposer, outre cette expérience test, qui est évidemment indispensable pour assurer en quelque sorte nos hypothèses, et une expérience source, qui n'est pas l'expérience test. Cette expérience source, c'est ce que nous dit Einstein. Ma découverte est le résultat de la perception musicale. C'est une façon de dire. L'intuition, tout cela m'est arrivé par intuition. Cette expérience source est l'expérience véritablement créatrice, y compris pour la science. Donc il ne faut pas sous-estimer cette source qui n'a rien à voir, à première vue en tout cas, avec la méthodologie de l'observation, de la mesure, etc., et de tout l'appareil technoscientifique. Je ne veux pas développer un irrationalisme de combat, ce n'est pas du tout ça. Je veux montrer que la raison doit s'élargir. La raison doit s'élargir à des dimensions qui sont récusées par cette idéologie dominante de la science, des technosciences, qui ne considère qu'il n'y a non seulement de rationnel, mais de réel, que ce qui est objectivé suivant la méthode de l'observation, de la mesure, suivant le présupposé qu'il n'y a de réalité que matérielle, observable et mesurable, n'est-ce pas? Cela mérite d'être considérablement reconsidéré, et donc je n'appelle pas un autre de la raison. Je considère que la rationalité dont se réclame cette idéologie de la science est une rationalité tronquée, que ce rationalisme-là est une fausse rationalité et qu'il faut élargir la raison, accorder toute sa légitimité à l'expérience test telle qu'elle a été développée par Claude Bernard ou par Karl Popper, peu importe, mais qu'il faut aller, ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est de s'interroger sur l'expérience source. C'est ça qui est intéressant. Et justement, ça va amener une autre question. Vous qui avez enseigné la philosophie à la Sorbonne, pensez-vous que la philosophie enseignée à l'université aujourd'hui soit à même de comprendre l'écosystème dans lequel nous vivons? Une autre question d'un abonné de la chaîne. Je n'exclus pas. Tout dépend de celui qui donne cours, j'oserais dire, n'est-ce pas? La philosophie elle-même, elle représente un thésaurus d'expérience, de réflexion tout à fait considérable, qui, comme vous le savez, a pour le moins 2500 ans d'âge. Et donc, vous voyez l'archivage que cela représente, d'expériences, de réflexion, de schèmes, de thèmes, etc. Tout cela est à notre disposition, comme pour la médecine, l'immense pharmacopée dont nous disposons aujourd'hui. C'est un petit peu, mutatis mutandis, un petit peu la même chose. Donc, il est important, à mes yeux, l'expérience véritable et la culture, surtout la culture philosophique véritable, c'est de pouvoir réfléchir sur cette expérience et de pouvoir la réfléchir, de la dynamiser à partir de questions. Et donc, je dois vous avouer que si je me pose les questions que je me pose dans ce livre, cela ne peut se faire que moyennant ce bagage de la tradition philosophique. Je ne sors rien de mon chapeau. Et les gens qui prétendent avoir inventé en philosophie quelque chose de radicalement nouveau, etc., ce sont des petits imposteurs, ou alors ils sont tout à fait inconscients de ce qu'il y a derrière eux. Si on regarde de près, il n'y a jamais de véritable rupture. C'est un lien tout à fait, un continuum comme disait Malraux à propos du musée imaginaire, les peintres ne font que peindre les tableaux de leurs prédécesseurs. Nous reprenons sans arrêt, nous travaillons sur ce qui a déjà été dit, mais nous le réorientons vers des questions nouvelles. Alors, le bon philosophe, à mes yeux, c'est celui qui sait s'emparer des questions actuelles, non pas au sens médiatique, mais au sens de ce qui est aujourd'hui le plus important à penser.
Et à mes yeux, ce qui est aujourd'hui le plus important à penser, c'est la déstabilisation profonde de notre cadre de préjugés, de notre petite bulle de réalité qui est en train d'éclater, de ce qui est possible, de ce qui est réel. Et c'est ça, sous ces doubles effets, n'est-ce pas, des expériences vécues exceptionnelles et des fulgurances, des pointes avant la physique théorique en particulier, n'est-ce pas, des deux côtés, n'est-ce pas, ça déstabilise notre cadre ontologique, et donc il faut penser sur nouveaux frais, c'est d'abord ne pas en être, pouvoir s'affronter à des témoignages impossibles ou des hypothèses improbables, enfin contre-intuitives, sans en être soi-même déstabilisé. Et se demander à quelles conditions je vais pouvoir m'approprier cela sans perdre tous mes repères, voyez-vous, sans tomber dans un vertige baroque, c'est-à-dire perte totale de repères, on ne sait plus où on est, le monde nous devient étranger, etc. Quand on va sur les réseaux, non pas, je ne parle pas des médias TV, mais des médias Internet, quand on va sur les réseaux, vous voyez tous ces témoignages absolument fantastiques et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ici à qui se fier, si vous voulez, ou à quoi se fier. Est-ce que on doit se fier à nos préjugés relatifs à ce qui est possible ou impossible, ou à la parole de telle personne de connaissance qui est saine d'esprit, qui est honnête et compétente, qui témoigne vous les yeux dans les yeux de choses qui sont improbables, pour ne pas dire impossibles, entre guillemets, voyez-vous. Et je dirais que l'honnêteté et le courage, c'est-à-dire la raison, nous enjoignent de ne pas refouler ces témoignages, si problématiques que soit leur mise à l'épreuve. Et je crois que devant eux, un vrai intellectuel ne hausse pas les épaules, et un vrai intellectuel ne renverra pas ces témoignages à des carabistouilles, ce maître mot des esprits forts, mais qui ne sont pas assez forts pour regarder le réel en face. Voilà, et c'est ça notre défi aujourd'hui, et c'est pourquoi j'aime aussi votre émission, parce que, encore une fois, sans être le moins du monde conspirationniste, vous osez vous aventurer dans des zones qui ne sont pas absolument conformes, n'est-ce pas, en ce qui concerne notamment l'archéologie. Et ça, c'est du courage. Et je pense que nous devons, que c'est ça les vrais intellectuels, c'est ceux qui osent regarder le réel en face et se poser des questions. Un petit peu plus tôt dans l'interview, vous avez mentionné que certaines découvertes scientifiques vont à l'encontre du bon sens. Quand on imagine que la matière n'existe pas. Et il y a un abonné qui vous demande si votre approche en fait consiste à critiquer l'esprit cartésien. Donc moi, le début de cette question, je le vois comme l'esprit cartésien qu'on peut lier au bon sens, on va dire, car l'esprit cartésien, selon cet abonné, serait à l'origine de l'esprit scientifique, et qui finalement serait contradictoire, vu que l'esprit scientifique déboucherait sur quelque chose qui contredit l'esprit cartésien et le bon sens. Bon, d'abord, Descartes lui-même n'était pas, dirais-je, particulièrement tenu par ce qu'on appelle aujourd'hui le bon sens, c'est-à-dire par ce qui est intuitif. Il pouvait très bien développer aussi des hypothèses tout à fait contre-intuitives. Mais il avait un fil directeur qu'il appelle la raison et qui n'a absolument pas été abandonné par les scientifiques, y compris ceux qui, comme évidemment Niels Bohr ou Einstein, développent des hypothèses qui sont franchement contre-intuitives. Alors, il faut bien distinguer entre un usage du raisonnement, qui est cartésien si vous voulez, et puis comment dirais-je, la contrainte que représente pour le sens commun, par exemple, notre perception spatiale ou temporelle, ou encore les principes ou j'ose pas parler de convictions, selon lesquels, par exemple, un effet ne peut pas se produire avant sa cause. Il y a plein de principes comme cela, n'est-ce pas, et qui pour nous sont tout à fait contraignants.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que notre science moderne, suivant d'ailleurs un principe qui n'est pas du tout anticartésien, a continué à se développer uniquement sur le trend de la relation sujet-objet, c'est-à-dire observation, mesure, calcul, sans, en allant très loin dans ce développement, et c'est par pure observation, mesure, calcul, que l'on a attesté, si je puis dire, par exemple, l'idée de la relativité générale chez Einstein, n'est-ce pas? Ou encore par la pure observation, mesure, et que l'on en est parvenu au postulat quantique de Niels Bohr, ou par exemple à ce phénomène qui choquait Einstein lui-même de l'intrication quantique, c'est-à-dire de la corrélation spatio-temporelle entre deux particules qu'on pourrait dire jumelles ou corrélées, voyez-vous, même une négation, dirais-je, parce que pour Einstein, évidemment, toute connexion prend du temps. Et là, qui est une interaction, une intrication immédiate, sans aucun temps, entre deux particules corrélées, c'est quelque chose qui est contre-intuitif pour Einstein lui-même. Mais ça a été démontré. Ça a été démontré par la science, et suivant la méthode de l'observation, de la mesure et du calcul. Donc, voyez-vous, c'est sur ce trend-là de cette relation il, que j'appelle comme ça par simplification, n'est-ce pas, que l'on s'est affranchi de ce qui est pour nous le sens commun. C'est une autre relation. Prenons, je vais vous donner un exemple où Albert Einstein se fait l'avocat du sens commun. Quand Niels Bohr dit le bon sens, et qui voudrait que les objets existent de manière objective, indépendamment de notre observation, donc vous voyez, Niels Bohr invoque le bon sens, devient obsolète, ce bon sens, lorsque l'on considère la physique quantique, puisque, n'est-ce pas, comme vous le savez, c'est le postulat quantique, n'est-ce pas, eh bien, on en vient à la conclusion que les objets, en quelque sorte, les particules en l'espèce, n'existent pas indépendamment de notre observation dans un endroit, dans un lieu déterminé. Et Albert Einstein avait répliqué, encore une boutade d'Einstein, « J'aime penser que la Lune est là, même si je ne la regarde pas. » Alors, au-delà de la boutade, il y a eu toujours une forte opposition, même s'ils étaient amis d'une certaine façon. Einstein et Niels Bohr étaient quand même en confrontation, n'est-ce pas? Albert Einstein, au-delà de la boutade, faisait valoir la question de la vérité du point de vue du sens commun. Et il impliquait par là que la vérité telle que la découvre par exemple la physique théorique n'est pas a priori supérieure à la vérité telle qu'elle vaut entre nous pour le sens commun. Il y a donc une sorte de divergence entre notre sens commun et les vérités scientifiques. Cette divergence n'existe que depuis peu, relativement peu. La convergence était encore tenue après Descartes par Kant dans la critique de la raison pure. Le monde objectif et le monde vécu ne faisaient qu'un. Notre expérience de la réalité n'avait pas de différence fondamentale avec l'expérimentation scientifique. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas que ces expériences tests, et encore il y en a d'autres, mais il y a aussi les expériences sources, qui elles relèvent d'une toute autre relation. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà répondu à de nombreuses questions. On a aussi réussi à articuler des réponses autour d'autres questions qu'on n'a pas posées grâce à vos
à vos lumières très descriptives. Vous avez donné beaucoup de détails, donc si les questions n'ont pas forcément été posées lors de l'émission, j'espère que les abonnés nous, nous excuseront, mais c'est simplement qu'on a pu, par vos réponses, déjà répondre à ces questions sans les poser. Donc Jean-Marc Ferry, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps précieux. Et au nom de tous les abonnés, je vous souhaite une très bonne journée et qui sait, peut-être à bientôt de nouveau sur la chaîne pour parler d'autres sujets ou de ces mêmes sujets, mais peut-être de manière plus approfondie. Est-ce que vous avez une petite chose à dire pour nos abonnés? Mais j'espère ne pas avoir été trop ésotérique pour dire les choses. Voilà. J'ai essayé d'être objectivement clair. Je sais que ce n'est pas facile, mais qu'est-ce que j'appelle objectivement clair? C'est que mon propos, pour autant que je n'ai pas trop bafouillé, si on le reprend, donne les moyens de sa propre élucidation. Voilà. C'est ça que j'appelle, ça ne veut pas dire facile, mais ça veut dire que j'essaie d'expliciter au maximum les thèses, je reconnais, qui sont un petit peu inhabituelles. D'accord. Eh bien, une fois de plus, merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très bientôt. À bientôt, Yann. Merci.